Mon père a dit au dîner, on aurait aimé que Michel soit notre seul enfant. Ma mère, en larmes, m'a appelé plus tard pour réclamer de l'argent. Je réalise le souhait de papa, ai-je dit. Cet enfant a fini de payer pour vous. On aurait aimé que Michel soit notre seul enfant, a dit mon père au dîner pendant que tout le monde hochait la tête. J'ai simplement souri et dit, alors, je vais faire en sorte que ça arrive. Cette seule phrase a mis en marche un plan qui se préparait depuis 6 mois. Ils pensaient que ma réussite était leur ressource à épuiser, mais ils étaient sur le point d'apprendre que la fille discrète qu'ils ignoraient était la seule chose qui maintenait leur monde entier debout. L'air lourd, empreint d'une odeur de vieux meubles, de la salle à manger de mes parents m'a toujours fait me sentir petite. C'était la même pièce où j'avais présenté des bulletins de notes parfaits pour n'entendre qu'un « c'est bien », ma chérie est distrait, tandis que mon frère Michel était loué pour avoir marqué un seul but à son match de football. Ce soir, l'air était plus épais, plus lourd. J'étais assise au bout de la table, un fantôme à mon propre festin familial. J'étais sur les nerfs, en convalescence après un projet éreintant de 3 mois qui m'avait presque envoyé à l'hôpital pour épuisement. En tant qu'architecte logiciel, je vivais dans un monde de logique, de code et de systèmes complexes. Et je venais de diriger une équipe pour lancer une plateforme qui faisait déjà les gros titres dans le monde de la tech. J'étais fatigué, j'avais mal aux os et j'étais émotionnellement fragile, espérant juste une soirée de connexion familiale simple et tranquille. Mon frère Michel monopolisait l'attention. À 30 ans, il avait toujours ce charme enfantin qui avait fait de lui le centre de leur univers. Il gesticulait sauvagement, décrivant sa dernière entreprise, une application qui promettait de révolutionner l'industrie de la promenade pour chiens. J'avais déjà entendu tout ça. Ses discours étaient toujours grandioses, ses plans d'affaires fins comme du papier de soie. Et c'est comme ça, dit Michel en levant son verre de vin, qu'on bâtit un empire. Mon père, Philippe, rayonnait. Sa fierté était si vive qu'elle en était presque aveuglante. Voilà mon garçon, un vrai bâtisseur d'empire, pas comme certains qui, vous savez, restent assis derrière un ordinateur toute la journée. J'ai senti la piqûre sourde et familière. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère, Suzanne, qui regardait Michel avec des yeux adorateurs, complètement inconsciente de la pique. J'ai choisi de rester silencieuse, picorant le rôti de bœuf dans mon assiette. C'était moi qui avais non seulement payé pour le vin que Michel buvait, mais aussi pour le toit au-dessus de leur tête. Cette maison, celle où mon père se comportait en seigneur du domaine, avait été achetée par ma SCI. Les investissements dans la série d'empires ratés de Michel provenaient directement d'une fiducie que j'avais établie et personnellement financée pour l'usage de la famille. Il savait que j'avais réussi, mais il préférait présenter cela comme si j'avais un bon petit boulot, tandis que Michel était le visionnaire. Il a cette étincelle, n'est-ce pas, intervint ma mère. Tout ce qu'il touche, ça semble juste. Important. Philippe rit, un son sonore et puissant qui me fit grincer des dents. Il se pencha en arrière sur sa chaise, se tapotant le ventre. C'est vrai. Tel père, tel fils. Il voit grand. Il a ensuite regardé vers moi, au bout de la table, son regard dédaigneux. Élise, tu es bien silencieuse. Fatiguée de tout ce tapotage sur le clavier? Michel ricana. Doucement, papa. On ne peut pas tous être des visionnaires. Une froideur s'installa en moi. Un calme étrange et clarifiant. L'épuisement, les années à être négligées, le manque de respect désinvolte et constant, tout cela fusionna en un seul point de clarté aiguë et douloureuse. Philippe se tourna alors vers la tablée, qui comprenait ma tante et mon oncle, toujours prompts à acquiescer. Vous savez, dit-il, sa voix pleine d'une fausse sincérité joviale, Suzanne et moi nous disions l'autre jour, on aurait aimé que Michel soit notre seul enfant. Les mots restèrent suspendus dans l'air, aspirant tout l'oxygène de la pièce. Ma tante et mon oncle hochèrent la tête comme si c'était la déclaration la plus raisonnable du monde. Ma mère sourit, une expression douce et complice. Michel avait l'air suffisant, se délectant de cette affirmation. Personne ne me regarda. C'était comme si je n'étais même pas là, le fantôme au festin. Je les ai observés un long moment. Je les ai vus pour ce qu'ils étaient exactement. Pas comme la famille dont j'avais désespérément essayé de gagner l'amour, mais tels qu'ils étaient vraiment. Mon père, un homme vivant dans une maison qu'il ne possédait pas, financé par une fille qu'il méprisait. Mon frère, un parasite déguisé en enfant prodige. Ma mère, une femme si attachée au récit familial qu'elle regarderait sa fille se faire exécuter émotionnellement à table sans rien dire.
Je posai ma serviette proprement sur la table. La pièce devint silencieuse, remarquant enfin que j'avais bougé. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire triste. Ni en colère. C'était le sourire calme et serein d'une administratrice système qui venait de localiser une erreur catastrophique dans le code. Alors, je vais faire en sorte que ça arrive, dis-je, ma voix égale et légère. Mon père cligna des yeux, confus. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Je vais faire en sorte que ça arrive pour vous, papa, répétai-je en me levant. Je vais faire en sorte que Michel soit votre seul enfant. La confusion sur leur visage était palpable. Ils s'attendaient à des larmes, une scène, une retraite. Ils n'étaient pas préparés à un accord silencieux. Élise, ne sois pas dramatique, dit ma mère, sentant enfin un changement dans la dynamique du pouvoir. Je ne le suis pas, dis-je en prenant mon sac à main. Je ne fais qu'obtempérer. C'est une demande raisonnable. Je les regardais chacun leur tour, mon regard s'attardant juste une seconde. Merci pour le dîner. C'était très éclairant. Je suis sorti de la salle à manger, le son de mes pas étant le seul bruit dans la maison. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée, j'entendis mon père crier, sa voix agacée, « Eh bien, quelle mouche l'a piqué ?» J'ai refermé la porte derrière moi, le bruit sourd et mat me semblant être la dernière ligne de code en cours de compilation. En marchant vers ma voiture, l'air froid de la nuit me parut être un baptême. Le plan se formait déjà dans mon esprit, un algorithme complexe de démêlage. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils avaient oublié que la personne qui reste assise tranquillement derrière l'ordinateur est celle qui construit les systèmes, possède l'architecture et détient toutes les clés. La trahison était pire que n'importe quel burnou que j'avais jamais connu. Mais c'était aussi le remède. Je suis rentré chez moi en silence, le trajet de 20 minutes me semblant être un voyage à travers un continent nouvellement formé. Mon appartement, un espace épuré et minimaliste que je possédais en pleine propriété, me parut être un sanctuaire. C'était la seule partie de ma vie qu'ils n'avaient pas touchée, qu'ils n'avaient pas infiltrée avec leurs attentes et leurs exigences passives-agressives. Je me suis préparé une tasse de thé, mes mains parfaitement stables. Il n'y avait pas de larmes, pas de tempête de rage. À la place, je ressentais une quiétude profonde, presque troublante. Le problème avait été identifié. Maintenant, il était temps de concevoir la solution. Pendant les 2 jours suivants, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de ma mère exigeant que je m'excuse pour ma sortie dramatique. Pas de SMS de mon père me disant d'arrêter d'être susceptible. Pas de messages arrogants de Michel à propos de sa prochaine idée brillante. Leur silence était leur réponse. Dans leur esprit, c'était moi qui m'étais mal comporté. C'était à moi de revenir en rampant, repentante, pour reprendre mon rôle de bienfaitrice silencieuse et de bouc émissaire désigné de la famille. Le 3e jour, le téléphone a enfin sonné. C'était ma mère. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. « Élise, dit-elle, sa voix sèche. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu ? Salut, maman, dis-je d'un ton neutre. Il y eut un soupir, lourd et affecté. Élise, ton père est très contrarié. Tu l'as vraiment embarrassé devant ta tante et ton oncle. Tu sais comment il est. Je sais exactement comment il est, dis-je en sirotant mon thé. Eh bien, tu ne peux pas simplement dire des choses comme ça. Tu sais qu'il ne le pensait pas, il l'a dit, ai-je répondu. Et tout le monde a hoché la tête. Tu as hoché la tête, maman. Elle bafouilla, un bruit d'indignation. J'essayais juste de maintenir la paix. Tu sais, Michel est dans une situation délicate avec sa nouvelle entreprise, et ton père est si fier. Tu aurais pu laisser passer. J'ai laissé passer, dis-je. J'ai tout laissé passer. Bien, dit-elle, manquant complètement le sens de mes paroles. Elle s'éclaircit la gorge, et je sus instinctivement que la vraie raison de son appel allait faire surface. Les politesses étaient terminées. Écoute, ma chérie, commença-t-elle, sa voix prenant ce ton mielleux que j'en étais venu à mépriser. Je regardais le calendrier, et le loyer du bureau de Michel est dû à la fin de la semaine. Tu n'as pas, tu sais, transféré les fonds pour le compte familial encore. Je fixai le mur. Le compte familial était la fiducie que j'avais créée, celle que j'alimentais avec un généreux virement à 6 chiffres chaque trimestre. Ils payaient l'hypothèque de leur maison, la maison que ma SCI possédait, bien qu'ils l'oublient commodément. Ils payaient leur voiture.
Il payait l'appartement de Michel et il payait le bail commercial du prétendu siège social qu'il dirigeait. Je sais, dis-je. Eh bien, vas-tu le faire, demanda-t-elle, une nouvelle pointe de panique dans la voix. Il en a besoin, Élise. Cette nouvelle entreprise. Ça pourrait être la bonne. Je ne suis pas sûr, dis-je. Comment ça, tu n'es pas sûr? Sa voix montait, perdant sa façade douce et maternelle pour révéler l'anxiété aiguë et avide qui se cachait en dessous. C'est l'argent de la famille. Tu ne peux pas juste ne pas le payer. Ce n'est pas l'argent de la famille, maman. C'est mon argent, dis-je, les mots atterrissant avec le poids simple et indéniable de la vérité. C'est l'argent que je gagne avec le boulot de dactylo que papa trouve si peu impressionnant. Élise, ce n'est pas le moment pour ta petite rébellion, siffla-t-elle. Ton frère compte là-dessus. Tu ne peux pas lui couper l'herbe sous le pied comme ça. Sous nos pieds à tous. Ton père, il ne le supportera pas, il n'aura pas à le faire, dis-je. Il n'aura même pas à être debout. La maison dans laquelle il se tient est payée par moi. Le sol sous ses pieds m'appartient. Il y eut une inspiration brusque. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai coupé. Non, après tout ce que j'ai fait pour vous. Et j'ai fini. Tu le regretteras, hurla-t-elle. Tu reviendras en rampant et nous. Non, je ne le ferai pas, dis-je, et je raccrochai. Je suis resté assise là, tandis que l'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par ce même calme, froid et clair. C'était le premier test, et je l'avais réussi. Il ne me voyait pas comme une fille. Il me voyait comme une ressource, un distributeur automatique de billets non coopératifs. Ma mère n'avait pas appelé pour s'excuser de la remarque la plus profondément blessante de ma vie. Elle avait appelé parce qu'un paiement était en retard. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran illuminant mon visage dans la pièce sombre. Mes doigts volèrent sur le clavier, se connectant à mes portails juridiques et financiers sécurisés. L'architecture que j'avais construite était complexe, avec des pare-feux et des redondances conçues pour protéger mes actifs. Je l'avais construite des années auparavant, non pas parce que j'avais anticipé ce scénario exact, mais parce que mon esprit d'architecte exigeait l'ordre et la sécurité. Il pensait que je n'étais qu'une fille émotive faisant une crise de colère. Il pensait pouvoir me faire pression, m'intimider et me faire honte pour que je rentre dans le rang. Il croyait détenir tout le pouvoir de la famille, de la culpabilité, de l'autorité parentale. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié qu'au XXIe siècle, la personne qui écrit le code, possède les serveurs et contrôle les données n'a pas seulement une place à la table. Elle possède la table et la maison dans laquelle elle se trouve. Le récit de ma famille à mon sujet était simple et, à leurs yeux, pratique. Élise était la stable, la pragmatique. J'étais le rouage ennuyeux et silencieux qui faisait tourner la machine excitante. La machine, bien sûr, était mon frère Michel. Cette dynamique s'était cimentée quand j'avais 19 ans. J'étais en 2e année d'université, noyé dans la théorie avancée de l'informatique, tandis que Michel, alors âgé de 16 ans, était la star du football du lycée. Je passais mes nuits à coder. J'ai créé une application, un algorithme de tri de données de niche mais incroyablement efficace pour les entreprises de logistique. Je l'ai vendu à une société de transport de taille moyenne pour une somme qui, pour mes 19 ans, me semblait être tout l'argent du monde. C'était un montant qui changeait la vie. Mon premier acte ne fut pas d'acheter une voiture de sport ou un appartement somptueux. Ce fut d'acheter une maison pour mes parents. Ils louaient une maison exiguë et délabrée, et mon père, Philippe, se plaignait toujours de sa malchance sur le marché du travail. Il était consultant depuis aussi longtemps que je me souvienne, un titre vague qui semblait impliquer beaucoup de golf et très peu de clients. J'ai vu la vente comme un moyen de leur donner enfin la sécurité, de gagner enfin cette fierté profonde et retentissante que j'avais toujours désirée. J'ai créé une SCI et acheté une belle maison de 4 chambres dans un bon quartier. Je la leur ai présentée, et ils ont été, pendant un temps, extatiques. Mais le récit a rapidement changé. Ce n'était pas Élise nous a acheté une maison. C'est devenu nous avons enfin eu la maison que nous méritions. Ma contribution a été rétrogradée à un simple coup de main. Alors que ma carrière décollait, passant de codeuse à développeuse senior puis à architecte dans une entreprise de premier plan, mes revenus ont augmenté de manière exponentielle. J'ai créé la fiducie familiale et projet, comme je l'avais charitablement nommé. C'était le compte que j'alimentais,
celui qui payait les impôts fonciers et les charges de leur maison, le leasing de leur voiture, leurs abonnements au club, et surtout, il est devenu le puissant fonds dans lequel Michel puisait son capital de départ. Mon père était l'architecte de cette mythologie familiale. Philippe était un homme qui dégageait une aura d'autorité d'antan, tout en chaussures cirées et poignées de main fermes. Il parlait beaucoup d'héritage et de construire quelque chose. Mais il n'avait jamais, à ma connaissance, construit quoi que ce soit. Il voyait ma réussite non pas comme la mienne, mais comme une ressource appartenant à la famille, à distribuer par lui, le patriarche. Il s'asseyait au bout de la table du dîner, ma table, dans ma maison, et pontifiait. Le travail d'Élise est bien, disait-il à ses amis. Bons avantages, stable. Mais Michel est celui qui a la vision. C'est lui qui va mettre le nom de la famille sur la carte. Mon boulot de dactylo était une source d'amusement privé pour lui, quelque chose de ringard et d'insubstantiel. Il ne comprenait pas ce que je faisais, et il n'avait aucun intérêt à l'apprendre. J'aurais pu lui dire que le tapotage que je faisais alimentait actuellement tout le back-end de l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique du pays, mais il n'aurait pas compris. Il était plus facile de me voir comme la fille obéissante avec un travail bien payé et sans glamour. Michel, en revanche, n'était que poudre aux yeux. Ses entreprises étaient toujours tape à accent grave-l'œil. Une box par abonnement de saucissons artisanaux, un service de nettoyage sur mesure pour baskets de luxe, et maintenant l'application de promenade pour chiens. Elles avaient tout un point commun, elles étaient terriblement mal gérées et perdaient de l'argent. Mon argent. La dynamique était la suivante, Michel avait une idée. Mon père la déclarait géniale. Et je recevais un appel de ma mère pour investir dans l'avenir de Michel. Mes tentatives d'introduire des plans d'affaires, de demander des métriques ou des projections étaient accueillies par de l'offense. Élise, c'est la famille, disait mon père, sa voix pleine de déception. On ne traite pas la famille comme une banque. C'est une question de confiance. Mais c'est exactement comme ça qu'il me traitait, comme une banque. Une banque invisible, insensible et infiniment réapprovisionnable. Ma mère, Suzanne, était l'exécutrice émotionnelle. C'est elle qui m'appelait en pleurant pour me dire à quel point mon père était stressé, ou comment Michel était sur le point de percer. Si seulement il avait un peu plus de capital. Elle maniait la culpabilité comme un scalpel de chirurgien. Avec précision et de manière dévastatrice. Tout cet écosystème, ce château de cartes bâti sur mon travail et leur sentiment de droit, c'est ce à quoi je faisais face. Ils ne m'avaient pas seulement insulté. Ils avaient fondamentalement mal compris la dynamique du pouvoir des 15 dernières années. Ils me voyaient comme un personnage secondaire dans le Michel Show. Ils avaient oublié que j'étais la productrice exécutive, la scénariste et le studio tout entier. Et j'annulais la série. Mon appel à ma mère fut le premier domino. Il était temps de pousser le suivant. La rage que je m'attendais à ressentir avait été remplacée par une détermination calme et concentrée. Ce n'était pas une explosion émotionnelle. C'était une mise hors service d'un système. Le matin après l'appel avec ma mère, le brouillard d'épuisement et de choc émotionnel s'est enfin levé. Il a été remplacé par le bourdonnement électrique familier d'un problème à résoudre. Je n'étais plus une fille blessée. J'étais une architecte. Et le système que j'analysais était ma propre vie. Il avait des vulnérabilités critiques qui avaient été exploitées pendant des années. Il était temps de le patcher. Mon premier appel fut pour Benoît Cartier, mon avocat. Benoît était un avocat d'affaires pragmatique et direct qui m'avait aidé à structurer ma SCI et la fiducie des années auparavant. Il avait, à l'époque, haussé un sourcil devant la nature unilatérale de la fiducie. Benoît, c'est Élise, dis-je en arpentant mon salon. Élise, j'ai vu les chiffres de lancement de votre nouvelle plateforme. Félicitations. Vous allez rendre beaucoup de gens très riches. Merci, Benoît. J'ai besoin de vous parler d'un autre système, la fiducie familiale et projet. Il y eut une pause. Quelle est la crise? Les bénéficiaires ont commencé à confondre l'administratrice avec les actifs, dis-je. Il est temps de procéder à un audit de sécurité complet et à un arrêt contrôlé. Benoît laissa échapper un léger sifflement. Compris. Par où commençons-nous? Nous commençons par les actifs. D'abord, la maison de la rue des Saules. Celle que votre SCI possède et où vos parents résident, confirma-t-il. C'est ça. Je veux entamer la procédure d'expulsion officielle. Donnez-leur le minimum légal.
60 jours. C'est agressif, Élise. Êtes-vous sûr? Ils viennent de m'informer qu'ils souhaiteraient que je n'existe pas. J'en suis sûr. Très bien, dit Benoît, sa voix devenue purement professionnelle. Je vais faire rédiger la notification et la faire livrer par coursier d'ici la fin de la journée. Quelle est la suite? La fiducie. Je suis l'unique fiduciaire et l'unique contributrice. Correct? Correct. Vous avez l'autorité absolue pour la dissoudre, la geler, ou y mettre le feu et la jeter dans une benne. Pour l'instant, gelez-la simplement, dis-je. Gelez tous les comptes. Plus de paiements, plus de transferts. Je veux bloquer le prélèvement automatique pour le leasing des voitures et spécifiquement le bail commercial pour Toutou Express de Michel ou quel que soit son nom cette semaine. Fait, dit Benoît. Ce qui m'amène au troisième point, les entreprises de Michel. Vous avez investi, et j'utilise ce terme avec des pincettes, une somme de capital considérable au fil des ans. C'est ma mise de fonds, dis-je. Je veux que vous commanditiez un audit jury comptable complet de chaque euro que j'ai mis dans les 3 dernières entreprises de Michel. J'ai les statuts de constitution. Il a fait de moi une associée commanditaire dans chacune, bien que je n'ai jamais vu un centime de retour. Je connais la personne idéale, dit Benoît. C'est un requin. Elle trouvera tout. Quel est l'objectif final, Élise? Prévoyez-vous de le poursuivre en justice? L'objectif final est d'avoir un levier, dis-je. Le piège intelligent n'est pas seulement que je possède tout. C'est que j'ai les reçus pour tout ce qu'ils ont gaspillé. Je ne reprends pas seulement ma propriété. Je reprends mon pouvoir. Le reste de la semaine fut un tourbillon d'exécution. L'avis d'expulsion fut livré. La fiducie fut gelée. L'auditrice commença son travail. Le silence de ma famille était assourdissant. C'était le silence de l'incrédulité, de personnes qui ont appuyé sur un bouton toute leur vie et qui, pour la première fois, ne voient rien se passer. Ils devaient être blottis ensemble, confus, en colère, et toujours, j'en étais sûr, me reprochant d'avoir réagi de manière excessive. Le tournant est arrivé exactement 4 jours plus tard. Mon téléphone s'est allumé avec un nom que je n'avais pas vu depuis une semaine. Michel. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai répondu en mettant le haut-parleur. Élise, mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, cria-t-il. Pas de bonjour. Juste de la panique pure et non filtrée. Bonjour, Michel. De quoi parles-tu précisément? Mon bureau, hurla-t-il. Le paiement du loyer, il a été rejeté. Il menace de me mettre à la porte et ma carte d'entreprise a été refusée. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, Michel, dis-je calmement. Ou plutôt, j'ai arrêté de faire quelque chose. J'ai arrêté de financer la fiducie. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. C'est notre argent, papa l'a dit. Papa avait tort, l'interrompis-je. C'est mon argent et je n'investis plus dans tes entreprises. Mes entreprises. Sa voix était incrédule. C'est ma vie. Tu es en train de me ruiner. Tu es juste jalouse. Voilà ce que c'est. Tu as toujours été jalouse de moi et de papa. J'ai failli rire. Jalouse? Michel, je finance toute ta vie depuis une décennie. La seule chose dont je suis jalouse, c'est de ton audace profonde et astronomique. Tu ne peux pas faire ça, bafouilla-t-il. Je vais te poursuivre en justice. On t'emmènera au tribunal. Papa parle déjà à un avocat. Vraiment? Dis-je. C'est intéressant. J'ai parlé à mon avocat aussi. Et tu devrais probablement vérifier la signature sur ce bail commercial qui t'inquiète tant, Michel. Ce n'est pas la tienne. C'est la mienne. Ma SCI est la titulaire du bail. Et il se trouve que le bail expire dans 30 jours. J'ai déjà donné notre préavis de non-renouvellement au gestionnaire immobilier. Donc, tu n'es pas seulement en retard de loyer, Michel. Tu es dehors. Il y eut un son étranglé à l'autre bout du fil. J'entendis des bruits de manipulation, puis la voix de mon père, tonitruante et furieuse, retentit. Élise, tu arrêtes ça tout de suite. Tu arrêtes cette folie. Ce n'est pas de la folie, papa. C'est une simple conséquence. Tu vas réactiver ce compte. Tu vas payer le bail de ton frère.
Tu ne vas pas jeter ta famille à la rue. Je ne serai pas humilié par ma propre fille. L'humiliation est un choix de mots intéressant, dis-je, ma voix froide comme l'acier. Tu n'avais pas l'air de trouver ça humiliant de me traiter ainsi au dîner la semaine dernière. Tu as souhaité que je ne sois pas ton enfant. Tu obtiens ton vœu, avec toutes les conséquences financières et juridiques que cela implique. Nous te combattrons, rugit-il. On se verra au tribunal. Tu ne peux pas tout prendre comme ça. Voilà le problème, papa, dis-je en marchant vers ma fenêtre pour regarder la ville. Vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous a jamais appartenu. Vous êtes tous sur le point d'apprendre une leçon très dure et très coûteuse sur la propriété de base. J'ai raccroché. La guerre avait commencé, mais j'étais la seule à avoir une armée. La première salve avait été tirée. La menace de procès de mon père était risible. Benoît l'a confirmé dans un courriel bref, presque comique. La SCI et la fiducie étaient blindées. J'étais l'unique gérante, l'unique fiduciaire, l'unique bénéficiaire. Ils n'avaient aucune base légale. Ils étaient, en termes juridiques, des locataires dans une maison et les bénéficiaires d'une fiducie privée discrétionnaire que j'avais, à ma discrétion, choisi de ne plus financer. Leur panique, cependant, ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé. Cette fois, pas de faux semblants, pas de politesse feinte. Elle pleurait, de vrais sanglots hystériques. Élise, s'il te plaît, pleura-t-elle. Ils vont saisir les voitures. La banque a appelé, le paiement du leasing. Ça fait 3 semaines. Ton père, il est anéanti, Élise. Il ne peut même plus quitter la maison. Il devra quitter la maison de toute façon dans environ 50 jours, maman, dis-je, ma voix plate. J'en avais assez de la manipulation émotionnelle. L'avis d'expulsion, murmura-t-elle, comme si le dire à voix haute le rendait réel. On pensait que c'était une blague, Élise. Une blague cruelle, très cruelle. Tu ne mettrais pas vraiment tes propres parents à la porte. Toi et papa semblaient avoir une idée très claire de ce qu'un enfant devrait ou ne devrait pas faire, dis-je. Je ne fais que suivre votre nouveau modèle familial. Michel est votre seul enfant. Je ne suis qu'une ancienne associée commerciale. Comment peux-tu être si froide ? Cria-t-elle. Nous sommes ta famille. Vous étiez ma famille quand vous avez tous hoché la tête pendant que papa souhaitait que je n'existe pas. Étiez-vous ma famille quand vous m'avez appelé, non pas pour savoir si j'allais bien, mais pour exiger que je paie le bureau de Michel ? Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, maman. Tu ne peux pas me traiter comme une étrangère, comme un distributeur automatique, et ensuite faire appel à moi en tant que fille. Ça ne marche pas. La logique est défaillante. J'entendis mon père arracher le téléphone. Tu te crois si intelligente avec ta logique, cria-t-il. Tu as toujours été une fille froide et insensible, comme une machine. Tu n'as pas de cœur, Élise. Une machine ? Dis-je. Tu as raison. Je le suis. Je suis la machine que vous avez tous construite. Je suis la machine qui a travaillé 80 heures par semaine pour financer vos styles de vie. Je suis la machine qui a traité vos insultes et votre ingratitude et qui a quand même craché de l'argent. Mais cette machine est hors service. Définitivement. J'ai raccroché. Je savais que c'était loin d'être terminé. Ils étaient blessés, acculés, et pire que tout, profondément humiliés. Toute l'identité de mon père reposait sur le fait d'être le patriarche qui a réussi. Je n'avais pas seulement coupé son argent. J'avais coupé son sentiment d'identité. La confrontation suivante a eu lieu une semaine plus tard. Le rapport préliminaire de l'auditrice était arrivé, et il était dévastateur. Benoît avait organisé une réunion à son cabinet. J'ai demandé avec insistance que Michel soit présent. Je pressentais qu'il ne viendrait pas, alors je lui ai envoyé un petit SMS alléchant, si tu veux discuter d'un éventuel package de départ, sois au cabinet de mon avocat demain à 10 heures. Il était là avec 5 minutes d'avance, portant un costume que j'avais probablement payé. Il avait l'air mince, stressé et en colère. Bon, Élise, dit-il alors que j'entrais dans la salle de conférence. Benoît était assis en bout de table. C'est ridicule. Tu as fait passer ton message. Tu nous ruines. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux passer en revue ton package de départ, dis-je en m'asseyant en face de lui. Benoît, la parole est à vous.
Benoît ouvrit un dossier. Monsieur nom de famille, dit-il, nous avons mené un audit préliminaire des 3 dernières entités que vous avez fondées, en commençant par la coopérative du saucisson artisanal. Michel pâlit. Quel audit? Mon audit, dis-je. En tant que principale investisseuse et associée commanditaire à 50% dans les 3 entreprises, j'y ai droit. Benoît fit glisser une feuille de synthèse sur la table. Ce que nous avons trouvé, Michel, ce n'est pas seulement une série d'entreprises en faillite. Ce que nous avons trouvé, c'est un schéma constant sur plusieurs années de ce qui ressemble, à mon œil de professionnel, beaucoup à une escroquerie. La mâchoire de Michel tomba. Escroquerie? Qu'est-ce que c'est de la diffamation. Vraiment, dit Benoît, sa voix soyeuse. Prenons Toutou Express. Vous avez soumis un rapport d'investisseur à Élise. Enfin, à son Family Office, demandant 80 000 € pour le développement de l'application et l'extension des serveurs. Mais notre auditrice a découvert que l'application était un modèle à 500 € que vous avez acheté en ligne. L'extension des serveurs était un plan d'hébergement web à 50 € par mois. Les 74 500 € restants. Il tapota une deuxième feuille. Nous avons trouvé des reçus pour le leasing d'une voiture de luxe, des vacances à Saint-Tropez et 3 montres de créateur. Michel avait l'air d'être sur le point de vomir. Il me regarda, les yeux écarquillés de panique. Élise, C'était des frais de démarrage. Pour construire la marque. Construire la marque, répétai-je, ma voix calme. Tu m'as volé, Michel. Tu n'as pas seulement échoué. Tu m'as activement, délibérément volé. Tu as volé ta propre sœur qui s'épuisait au travail pour que tu puisses aller à Saint-Tropez. Bégaya-t-il, son assurance complètement disparue, remplacée par l'enfant terrifié qu'il avait toujours été. Papa a dit que c'était bon. Il a dit que l'argent était juste là. Il a dit que tu ne t'en rendrais même pas compte. C'était juste l'argent de la famille. Et voilà encore, dis-je. L'argent de la famille. Je me penchai en avant. Il n'y a pas d'argent de la famille, Michel. Il n'y a que mon argent, et tu as commis plusieurs crimes avec. Il commença à s'effondrer, son visage se décomposant. Élise, s'il te plaît. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'envoyer en prison. S'il te plaît, je te rembourserai. Je ferai n'importe quoi. Voilà ton package de départ, Michel, dis-je en me levant. Mon silence. Je ne vais pas porter plainte. Je ne vais pas te poursuivre pour le demi-million d'euros que tu m'as volé au cours des 10 dernières années. Mon package pour toi, c'est mon absence. Je m'en vais et j'emporte mes maisons, mes voitures et mon argent avec moi. Tu es libre, Michel. Libre d'aller trouver un vrai travail et de te construire une vraie vie sans que je sois là pour te la gâcher. Je me tournai vers Benoît. Benoît, si vous voulez bien donner le rapport d'audit complet à mon frère, je suis sûr que lui et l'avocat de papa le trouveront fascinant à lire. Je suis sorti de la pièce, le laissant sangloter à la table de conférence. La première grande confrontation était terminée. Je n'avais pas seulement brisé sa perception. J'avais brisé toute l'illusion sur laquelle sa vie était construite. L'enfant prodige était en fait un voleur ordinaire. Et maintenant, il savait que je savais. La révélation de l'audit a provoqué une onde de choc dans la famille. Michel, dans sa terreur, a dû tout avouer à nos parents. La dynamique a changé instantanément. Les appels téléphoniques en colère et indignés ont cessé. Ils ont été remplacés par une nouvelle tactique, plus désespérée, une véritable campagne de dénigrement. Mon père, Philippe, est passé à la vitesse supérieure. Il a commencé à appeler la famille élargie, me dépeignant comme un monstre froid et vindicatif. J'ai eu des nouvelles de ma tante, la même qui avait hoché la tête à la table du dîner, qui m'a appelé pour me dire qu'elle était profondément déçue par moi. Ton père est un homme fier, Élise, dit-elle, sa voix dégoulinante de jugement. Et tu lui as tout pris. Il est brisé. Et ton frère, c'est un bon garçon. Il a juste fait quelques erreurs. La famille est censée pardonner. La famille n'est pas non plus censée souhaiter l'inexistence d'un de ses membres, tante Carole, ai-je rétorqué. Et erreur est un mot très généreux pour vol qualifié. Tu étais au dîner. Tu as hoché la tête. Donc, avec tout le respect que je te dois,
ton opinion sur la dynamique de ma famille n'est pas quelque chose que j'estime. J'ai raccroché. Mais leur désespoir s'intensifiait. Ma mère, Suzanne, était toujours en difficulté, prise entre son serpent de mari et son fils escroc. C'est elle qui était encore dans la maison avec Philippe, écoutant ses rages, regardant leur monde se dissoudre. Elle a essayé une approche différente. Elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai ouvert la porte pour la trouver debout dans le couloir, l'air plus petite et plus âgée que je ne l'avais jamais vue. « Élise, dit-elle, sa voix tremblante. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Parlons. Parlons juste. » J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle est entrée dans mon appartement propre et silencieux et a regardé autour d'elle comme si elle le voyait pour la première fois. « C'est très joli, dit-elle. Qu'est-ce que tu veux, maman ? » Elle s'est assise sur le bord de mon canapé. « Ton père, il n'est plus lui-même. Il parle de comment sa vie est finie. Il dit des choses terribles. Ça le détruit, Élise. C'est lui qui a tout détruit, dis-je en restant debout. Il a construit toute cette famille sur un mensonge. Que Michel était l'avenir et que j'étais l'utilitaire. Il a appris à Michel que mon travail, mon argent, était à sa disposition. Il l'a célébré. La seule chose qui a changé, c'est que je ne paie plus pour le mensonge. Mais ce n'est pas un mensonge, insista-t-elle, son déni toujours puissant. Michel, il est juste. Il n'est pas doué pour les détails. Il a les idées. Il a la vision. Tu étais censé être le soutien. Je n'étais pas le soutien, maman. J'étais la source. Et la source est tarie. S'il te plaît, Élise, supplia-t-elle, les larmes venant maintenant. Juste la maison. Laisse-nous garder la maison. On paiera un loyer. Ton père peut. Il peut trouver un vrai travail. Les mots payer un loyer et vrai travail sonnaient si étrangers, si absurdes sortant de sa bouche que j'ai failli rire. Il a 61 ans, maman, et la maison vaut plus d'1 million d'euros. L'emprunt immobilier, que je paie, est de 5 000 euros par mois. Les impôts, c'est 2 de plus. Peut-il trouver un travail qui supportera ça? Elle s'est effondrée. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'argent. Les comptes, ils sont tous vides. Tu nous as laissés avec rien. Je vous ai laissé avec exactement ce que vous aviez avant que je ne commence ma carrière, la corrigez-je. Vous êtes dans la même position que vous seriez si, comme papa l'a souhaité, je n'avais jamais existé. C'est la réalité que vous avez demandée. Tu es un monstre, murmura-t-elle, les larmes s'arrêtant, remplacées par une haine froide. Un monstre froid et insensible. Tu n'es pas ma fille. C'est la deuxième fois que ma filiation est révoquée en un mois, dis-je en ouvrant la porte. Je crois que j'ai enfin compris le message. Au revoir, maman. Elle est sortie en trombée, en fermant la porte, je savais que la confrontation finale approchait. Ils avaient essayé la colère. Ils avaient essayé la culpabilité. Ils avaient essayé la honte. Ils avaient échoué. La dernière pièce du dossier est arrivée 2 jours plus tard. Le rapport d'audit complet est relié. C'était pire que je ne le pensais. Michel n'avait pas seulement volé. Il avait, à 2 reprises, falsifié ma signature numérique sur des demandes de prêt, utilisant mon nom et mes actifs comme garantie. Il avait commis une usurpation d'identité. Benoît a été clair. Ce n'est plus une querelle de famille, Élise. C'est un crime de niveau délictuel sur plusieurs années. Votre frère pourrait aller en prison pour très longtemps. Je tenais le rapport dans mes mains. C'était ça. La preuve irréfutable. La clé qui pourrait soit l'enfermer, soit peut-être révéler une vérité finale et dévastatrice. Ma famille était toujours dans le déni, essayant toujours de me faire passer pour la méchante. Ils avaient besoin de voir. Ils avaient besoin de comprendre. Ils m'avaient poussé de victime à stratège. Maintenant, ils me poussaient de stratège à bourreau. La seule question était de savoir quelle forme prendrait cette exécution. La confrontation finale a été fixée, non pas par moi, mais par mon père. Avec la date d'expulsion qui approchait, à moins de 2 semaines, il a fait un dernier geste désespéré et pathétique. Il a convoqué une réunion de famille, un terme qui dans notre famille signifiait un tribunal. Il a convoqué la famille élargie, tante Carole,
oncle David et quelques autres, à la maison de la rue des Saules. C'était une humiliation publique conçue pour me coincer, pour utiliser tout le poids du jugement familial afin de me forcer à capituler. Il m'a envoyé un SMS, nous nous réunissons tous à la maison dimanche à 15 heures. Sois là. Il est temps de mettre fin à tout ça. J'ai répondu par un seul mot. D'accord. Je suis arrivé à 15 heures précises. Je n'étais pas la femme fragile et épuisée qui avait quitté cette maison il y a 6 mois. J'étais lucide, reposé et armé. Je portais un blazer élégant et bien taillé, et je portais une mallette. À l'intérieur se trouvait le rapport d'audit relié et une copie de l'ordonnance d'expulsion. Je suis entré dans le salon. C'était la même pièce où ils avaient tous hoché la tête. Mon père était assis dans son fauteuil à haut dossier, comme un roi tenant une cour défaillante. Ma mère était à côté de lui, les yeux rouges et tremblantes. Michel était là, debout près de la cheminée, l'air vidé. Tante Carole et oncle David étaient assis sur le canapé, leurs visages figés dans des lignes sévères et critiques. « Élise, commença mon père, sa voix tentant un ton de magnanime autorité blessée. Merci d'être venu. Nous sommes tous ici en famille parce que nous sommes profondément inquiets pour toi. » J'ai failli sourire. Inquiet pour moi. Cette campagne contre nous, gesticula-t-il vaguement. Cette cruauté, ce n'est pas toi, Élise. Tu as laissé ton succès t'empoisonner. Tu jettes ta propre famille à la rue. Ta mère et moi, nous n'avons nulle part où aller. Ton frère, tu l'as ruiné. C'est un bon garçon, murmura tante Carole. Tous les garçons font des erreurs. Je suis resté au centre de la pièce, les laissant tous dire leurs mots. J'ai laissé le poids de leur jugement remplir l'espace. Avez-vous terminé, demandai-je, ma voix tranchant le silence pesant. Mon père, décontenancé, me fixa simplement. Bien. Je posai ma mallette sur la table basse et l'ouvris d'un clic. Éclaircissons quelques-unes de vos inquiétudes. Premièrement, ce n'est pas une campagne. C'est un démêlage juridique. Vous appelez ça de la cruauté. J'appelle ça une conséquence. Vous avez souhaité que je ne sois pas votre enfant. J'ai obtempéré. Vous n'êtes maintenant que des gens que je connaissais autrefois. Je me tournai vers ma tante et mon oncle. Et vous, dis-je, ma voix vive. Vous avez raison, tante Carole. J'ai été empoisonné. J'ai été empoisonné pendant 34 ans par une famille qui m'a appris que ma seule valeur était ce que je pouvais fournir. J'ai été empoisonné par la croyance que si je travaillais plus dur, si je donnais plus, je serais enfin assez. Mais je n'ai jamais été assez. J'étais juste utile. Je regardai Michel. Toi, dis-je, tu n'es pas un bon garçon qui a fait des erreurs. Tu es un homme de 30 ans qui a commis une escroquerie. Je pris le rapport d'audit de ma mallette et le jetai sur la table. Il atterrit avec un bruit sourd et définitif. Qu'est-ce que c'est que ça? Exigea mon père. Ça, dis-je, c'est un audit jury comptable complet des 10 dernières années d'investissement dans Michel. C'est la preuve d'une escroquerie. C'est la preuve d'un vol qualifié. C'est la preuve. Et ma voix baissa, d'usurpation d'identité et de faux en écriture. C'est la preuve que votre enfant prodige n'a pas seulement fait des erreurs. C'est un criminel. Il a falsifié mon nom sur des demandes de prêt. Il a utilisé mes actifs pour obtenir des fonds pour des voyages à Saint-Tropez et des voitures de luxe, tout en me disant que son entreprise échouait. Tante Carole halta. Le visage de mon père passa du rouge à un blanc maladif et marbré. Michel fixa simplement le rapport comme si c'était une bombe. Tu mens, bégaya mon père, mais sa voix n'avait aucune conviction. Est-ce que je mens? Je me tournai vers Michel. Vas-y, Michel. Dis-leur. Dis-leur que c'est un mensonge. Dis-leur que tu ne m'as pas volé un demi-million d'euros. Dis-leur que tu n'as pas falsifié ma signature. Vas-y, Michel me regarda, les yeux écarquillés de terreur pure et sans mélange. Il regarda notre père. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il était piégé. Et à ce moment-là, il a craqué. C'est lui qui m'a dit de le faire, hurla soudain Michel, pointant un doigt tremblant vers notre père. Il m'a dit de le faire. Il a dit que c'était bon. Il a dit qu'elle ne le saurait jamais. C'est juste. C'est juste de l'argent. Elle en a plein.
Il m'a aidé à faire les demandes de prêt. Il a dit que c'était un financement intelligent. La pièce implosa. Ma mère poussa un gémissement aigu. Ma tante et mon oncle regardèrent mon père, leurs expressions de jugement se transformant maintenant en expressions de pure horreur et de dégoût. Mon père, Philippe, s'est simplement dégonflé. Le roi était mort. La bravade, l'arrogance, l'autorité, tout cela s'est vidé de lui, laissant un vieil homme petit, pathétique et terrifié dans un fauteuil qu'il ne possédait plus. Il avait été démasqué, non seulement comme un tyran, mais comme un complice, un homme raté et jaloux qui avait utilisé son propre fils pour voler sa fille. Toi, murmura mon père, fixant Michel avec venin. Espèce de garçon faible et stupide. Et toi, dis-je, ma voix sonnant avec finalité, tu es un voleur, papa. Tu n'es qu'un voleur ordinaire et pathétique qui était si jaloux du succès de sa fille qu'il a préféré la démolir et la voler plutôt que de dire une seule fois « Félicitations ». Je pris la copie de l'avis d'expulsion et la posai soigneusement sur le rapport d'audit. L'expulsion est maintenue, dis-je à la pièce abasourdie. Vous avez 13 jours pour quitter ma propriété. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, je ferai appel aux huissiers de justice pour vous faire sortir. Je me tournai vers ma mère. Maman, tu peux venir avec moi maintenant. Tu peux le quitter. Je t'installerai dans un appartement. Je prendrai soin de toi. Mais si tu restes avec lui, tu fais partie de ça. Tu choisis ça. Ma mère regarda mon père, ce petit homme brisé. Elle regarda Michel, qui sanglotait dans un coin. Puis elle me regarda, ses yeux pleins d'une nouvelle haine, différente. Une haine pour la personne qui avait forcé le choix. Sors, murmura-t-elle. Sors de ma maison. Ce n'est pas ta maison, maman, dis-je, ma voix plus douce maintenant, teintée d'une tristesse profonde et intense. Ça ne l'a jamais été. J'ai fermé ma mallette et je suis sorti de la pièce. Je les ai tous laissés là, dans les ruines de la famille qu'ils avaient construite, le silence derrière moi plus lourd et plus définitif que n'importe quelle explosion. La chute ne fut pas un crash spectaculaire et enflammé. Ce fut un effondrement lent, silencieux et inévitable. Les 13 jours passèrent. Le 14e jour, comme promis, les huissiers de justice arrivèrent à la maison de la rue des Saules. Mes parents n'étaient pas là. Ils avaient, au cœur de la nuit, déménagé, laissant la maison dans un état de désordre, des meubles renversés, des ordures sur les tapis. C'était un dernier acte de défi mesquin. Le nettoyage m'a coûté une somme importante, mais ce fut le dernier chèque que j'écrirai jamais pour eux. J'ai mis la maison sur le marché. Elle s'est vendue en une semaine. Philippe et Suzanne, comme je l'ai appris plus tard par ma tante, ont emménagé dans un petit 2 pièces en location à 1 heure de là. Le choc de leur nouvelle réalité fut profond. Mon père, dépouillé de son statut, de sa belle maison et de ses abonnements au club, tomba dans une dépression profonde et silencieuse. Ma mère fut forcée de prendre un travail pour la première fois en 30 ans, comme caissière dans une supérette locale, juste pour joindre les deux bouts. Michel, terrifié par les poursuites, disparut. Il quitta la ville, déménageant quelque part dans l'ouest et coupa tout contact avec la famille. La menace de l'audit, la preuve irréfutable de ses crimes, était un levier que je n'ai jamais eu à utiliser. Il suffisait qu'il sache qu'il existait. Il passerait le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, et cela, ai-je décidé, était une justice suffisante. La famille élargie, autrefois le cœur fidèle de mon père, se tut. Ils avaient vu la vérité, et la honte était totale. Tante Carole m'a envoyé un court courriel, je suis tellement désolé, Élise. Nous n'avons jamais su. Je n'ai pas répondu. Pour moi, la vie est devenue calme. Le bourdonnement constant et de bas niveau des exigences et des déceptions de ma famille, un bruit avec lequel j'avais vécu si longtemps que je ne l'avais même pas remarqué, avait finalement disparu. J'allais au travail. Je voyais mes amis. Je voyageais. J'ai investi l'argent que j'avais autrefois canalisé dans la fiducie familiale dans des choses qui comptaient. J'ai fondé et financé la bourse Élise nom de famille pour les femmes dans l'estime, un programme spécifiquement conçu pour soutenir de jeunes femmes brillantes issues de milieux familiaux peu favorables ou difficiles. J'ai rencontré la première promotion de boursières, 4 jeunes femmes brillantes et ambitieuses avec le feu dans les yeux, et je leur ai dit, votre succès est le vôtre. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petite à cause de ça. Environ 1 an après la confrontation, j'ai reçu une lettre. Elle venait de ma mère. Ce n'était pas une demande d'argent ou une exigence.
C'était juste une lettre. Elle écrivait que mon père suivait une thérapie. Elle écrivait que son travail était dur, mais que pour la première fois de sa vie, l'argent qu'elle tenait dans sa main lui semblait être le sien. Elle a écrit 3 mots simples que j'avais attendu toute ma vie d'entendre, je suis tellement désolé. Tu avais raison. J'ai lu la lettre, je l'ai pliée et je l'ai mise dans un tiroir. C'était un début, un pont timide et fragile à travers un gouffre que je n'avais pas créé, mais que j'avais été forcé de traverser. Je ne l'ai pas appelée. Pas encore. Mais pour la première fois, j'ai pensé que peut-être, un jour, je le ferais. Ma vie était la mienne. J'avais construit mes systèmes, je les avais défendus, puis je les avais reconstruits à partir de zéro. Ma famille avait souhaité que je ne sois pas leur enfant. J'avais exaucé ce vœu et, ce faisant, j'étais enfin, véritablement, devenu ma propre personne. Le château de cartes s'était effondré, et j'étais en paix, debout sur les fondations calmes et solides de la vie que je m'étais construite.